Luc Ferry, asseyez-vous. Merci beaucoup, commandant Proutot. Merci à tout le monde sur ce plateau. Danny Cohn-Bendit est avec nous en direct. Danny Cohn-Bendit, est-ce que vous nous entendez ? Je vous entends, camarade. Merci beaucoup d'être là. Voilà, il nous appelle encore camarade, Danny Cohn-Bendit. Voilà, on est encore dans les années 60. Grâce à lui. Tant mieux. Asseyez-vous. Salut, Danny. Votre regard à l'un et à l'autre sur ce qui est en train de se passer, tout ce qu'on a vu depuis le début de cette émission, c'est-à-dire la position particulière de la France, plus dure que tous les autres, en réalité, plus ferme que tous les autres, à l'égard de la Russie. Qu'est-ce que ça vous inspire l'un et l'autre ? Danny Cohn-Bendit. Très bien. En fait, ce qu'Emmanuel Macron a dit, c'est-à-dire c'est à l'Ukraine de choisir ses alliés. Et ça, c'est les accords d'Helsinki. C'était signé par Gorbatchev, qui justement qui a permis, si on veut, après le fait de libérer l'Allemagne de l'Est et donc de la réunification allemande. Eh bien, c'est la même chose. En fait, c'est pas plus dur. Emmanuel Macron dit, et ce que on entend aujourd'hui en Allemagne et on entend en Angleterre, c'est s'il y a un projet commun de défense, c'est le droit absolu de l'Ukraine de choisir ses partenaires. Donc, je crois que c'est pas une histoire de plus dur, c'est régler le monde par le droit. C'est ce que les accords d'Helsinki dans les années 90 avaient permis. Et Emmanuel Macron, enfin, revient à cette vérité très simple. Luc Ferry, c'est cette France qui est plus offensive que les autres face à la Russie. Écoutez, c'est tout ça. Excusez-moi, mais j'arrive pas à y croire un millième de seconde. Non, il s'agit d'abord de savoir ce que Zelensky, qui a dit très clairement qu'il se mettait sous l'égide de Trump. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Il s'agit de savoir ce qu'il va décider avec Poutine, s'ils vont être capables de décider quelque chose. Pour la protection de l'Ukraine en particulier, qu'est-ce qu'ils vont choisir tous les deux ? Et après, on avisera, voilà. Et donc, moi, vous savez bien, la thèse que je défends, c'est que ce qui serait probablement le plus protecteur pour l'Ukraine, ce serait une installation entrepreneuriale des États-Unis en Ukraine pour exploiter les terres rares. Donc, je pense que c'est ce que Zelensky a en tête quand il a dit qu'il allait signer avec Trump sur le contrat sur les terres rares, parce que là, ça obligera les Américains à s'installer vraiment en Ukraine, voilà. Après, on avisera. Si vraiment ils ont besoin d'appeler Macron, on s'en apercevra. Est-ce qu'on peut défier... Darius. Allez-y. Pas d'accord, parce que il faut, je crois que je sais pas qui, sur le plateau, il y a 10 minutes, parlait d'un traité européen de la défense. C'est vrai que les Européens doivent non pas attendre et aviser, vu la situation, mais ce traité de défense européen, en intégrant les Anglais, donc ça dépasse la structure de l'Union européenne, c'est une chose nécessaire, car on ne pourra aviser que si on a une embauche ou une idée de ce qu'est l'Europe de la défense et comment on peut intégrer, et on va intégrer l'Ukraine dans cette Europe de la défense. Et je crois que je ne crois pas que Zelensky, je sais, on a vu, il ne va pas se mettre simplement sous la protection de Trump, parce que se mettre sous la protection de Trump, c'est aller au suicide. Parce que Trump n'a aucun intérêt, mais ce qu'il a dit, il est obligé en ce moment, dans une période de transition, de dire ça. Mais il faut que l'Europe se prépare à justement être capable de faire autre chose que les États-Unis. Bon, c'est pas ce qu'a dit Zelensky. Il n'a pas dit qu'il allait se mettre sous la protection de Trump. Il a dit qu'il allait se mettre sous l'égide, sous la direction de Trump pour aller vers la paix. C'est pas du tout la même chose. Donc après, la question de la protection est une autre question. Là, il parle de la négociation sur la paix entre les trois qui comptent aujourd'hui, c'est-à-dire Poutine, évidemment, Zelensky, évidemment, et Trump. Il n'a pas dit je vais me mettre sous la protection des États-Unis. Il a dit je vais me mettre sous l'égide, sous la direction de Trump. Je reviens et je suis d'accord pour signer le contrat sur les terres rares. Maintenant, soyons clairs, il n'y a pas de défense européenne, mais il n'y a pas non plus, d'appareillage militaire européen pour une raison qui est très fondamentale, c'est que l'Angleterre, comme la France, depuis le général de Gaulle, s'est mise en vérité, et toute l'Europe avec eux, on s'est mis sous le parapluie nucléaire, voilà. Or, ce parapluie nucléaire, je ne cesse de le dire, et là-dessus, Danny était d'accord avec moi, il n'est plus un parapluie aujourd'hui, il n'est plus dissuasif. Donc c'est bien pour ça qu'on parle de réarmement
réarmement de l'Union européenne, mais ce réarmement prendra entre 5 et 10 ans. Donc c'est pas du tout dans le timing qui est celui de la guerre, de la paix entre Ukraine et Russie. Est-ce que je peux me permettre, Danny Cohn-Bendit, juste de vous ramener vraiment au point précis de cette manière qu'a la France de dire, nous, on va plus loin que les Américains. On n'a pas peur de la Russie, même si la Russie ne veut pas de troupes occidentales, eh bien pourquoi pas, si l'Ukraine le demande, c'est un pays souverain. Est-ce que l'Europe peut se permettre d'être plus audacieuse, c'est-à-dire dans la défense du ciel ukrainien, par exemple, dans l'envoi des troupes? Est-ce qu'elle peut dire, nous, on n'a pas peur de la Russie? Mais c'est si Zelensky le demande. Bien sûr, de toute oui, façon, mais sinon, donc, souverain, mais c'est pour s'il ça le demande, est-ce que l'Europe peut se permettre? C'est évident. Si Zelensky le demande, le droit est du côté des Européens de protéger, de sécuriser l'Ukraine. Et non, c'est pas une question d'être audacieux. C'est une question d'être fidèle à nos idées. Si nous laissons tomber Zelensky, si Trump laisse tomber Zelensky, et on ne peut pas l'exclure, l'ératisme étant l'idéologie profonde de ce monsieur à Washington, il est évident qu'aujourd'hui, les Européens doivent se préparer. Alors, je sais bien, et tout le monde sait, mais quand on voit la réaction des Allemands, quand on voit le prochain gouvernement allemand, quand on voit ce qu'ils mobilisent comme finance, quand on voit ce que sont prêts à faire les Anglais, et quand on voit les capacités qui existent quand même de la France, oui, Zelensky aura besoin de l'Europe, et après, ce seront les états-majors européens ensemble. Et cela dépasse l'Union européenne, puisqu'il y a l'Angleterre dedans. Et ils trouveront le moyen, comment ils proposent, de sécuriser l'Ukraine. Si il n'y a pas cette volonté de sécuriser l'Ukraine par les Européens, c'est une défaite stratégique pour l'Ukraine, parce que Trump et Poutine vont essayer de mettre un gouvernement fantoche à Kiev, et donc que l'Ukraine, enfin, subira un peu ce qu'a subi la Géorgie, par exemple, que subit la Géorgie en ce moment. Oui, ça, sur la dernière partie de ce que dit Danny, j'en suis convaincu, oui. Sur la première, non, parce que Poutine ne veut pas de troupes européennes sur le territoire de l'Ukraine, et par conséquent, tout dépendra de l'accord entre Poutine et Zelensky. Donc, j'ai pas de boule de cristal, mais à partir du moment où Poutine dit non, on est bien obligé d'en tenir compte, et c'est précisément pour cette raison, je rajoute un élément supplémentaire, que la Turquie d'Erdogan a déclaré, écoutez, si Poutine ne veut pas de troupes européennes, moi je propose une troupe d'interposition turque à la place des Européens, parce qu'on a une armée qui est très forte, c'est une des armées en effet la plus puissante d'Europe, et on est acceptable pour Poutine. Voilà. Donc je ne sais pas ce qui va se passer, je n'en sais rien, je dis simplement qu'on ne peut pas mettre Poutine de côté, comme si ça ne dépendait que de Zelensky, c'est pas vrai. Est-ce que je peux vous poser le cas d'école? C'est celui dont les Ukrainiens, et ça c'est pas s'ils le demandent, ils l'ont demandé depuis le début de la guerre, je crois même les premiers jours, c'est là ce qu'ils appellent la no-fly zone, c'est-à-dire que des avions de l'Ouest viennent voler dans le ciel de l'Ukraine et, le cas échéant, entrent en conflit avec des avions russes si des avions russes s'aventurent. Une telle demande, là, si elle revient après pour le maintien de la paix, est-ce que l'Europe doit avoir ce courage qu'elle n'a pas eu pendant 3 ans? Oui, mais Darius... oui ou non? Là, c'est oui ou c'est non, Ornello, d'abord, qu'on comprenne bien les idées. Non, c'est pas... Oui, il faut, mais il faut l'expliquer. Vous savez, le jeu, c'est pas oui ou non. C'est pourquoi on dit oui ou pourquoi on dit non. C'est ça qui est intéressant. Donc, pour moi, d'abord, quand ça va vite, on se trompe. Évidemment qu'Helsinki, c'était dans les années 70, ce qui a permis le dégel de Gorbatchev, et non pas dans les années 90. Mais en revenant là-dessus, aujourd'hui, il est évident que les Européens doivent se tenir prêts à répondre à une possible demande de Zelensky. Alors que Luc Ferry ne croit pas ou croit qu'ils vont demander, ça ne m'intéresse pas. Et pourquoi? Tu sais ce que tu dis m'intéresse moyennement aussi. Hein. Ce n'est pas à Poutine de décider qui peut sécuriser. Ce n'est pas à Poutine. Et ça va être un bras de fer important. Et je crois fondamentalement que si Trump lâche là-dessus les Ukrainiens,
sa situation, qui est de plus en plus mauvaise aux États-Unis, s'aggravera. Parce que toute une partie des Américains ne comprendrait pas de se mettre sous l'égide que Trump se mette complètement sous l'égide. La réponse là-dessus, vraiment, sur la prise de risque. Mais pardon, Dany, j'insiste, il me semble qu'on n'est pas tout à fait répondu, mais je vous passe la parole à chacun. Si, je suis pour. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Alors oui ou non, je vous pose la même question. Oui, ça veut dire oui. Il y a en allemand, yes en anglais. Ne vous énervez pas, Ensuite, comme vous voulez. Tout va bien. Non, Dany, non, j'ai pas répondu. Si, j'ai répondu. Dany, je réponds pas comme vous voulez. C'est moi qui suis sourd, vous avez raison. Mais que je comprenne bien. Et vous voulez une réponse à la Darius. Non. Et moi, je suis pas Darius. Pas du tout. Arrêtez, Dany Cohn-Bendit. Donc, j'insiste. Calme à côté. J'insiste. Ça fait 3 ans que les Ukrainiens le demandaient, et pendant 3 ans, les Européens ne l'ont pas fait. Donc, c'est vrai que le doute existe. Dans un cas pareil, si tout à coup ils auront un tel sursaut de courage, oui ou non, prendre le risque d'affronter des avions russes dans le ciel ukrainien. Non, je pense pas du tout qu'il s'agisse de courage. De toute façon, ni vous, ni moi, ni personne ici ne risque quoi que ce soit. Non, c'est pas une question de courage, c'est une question de savoir si on veut la paix ou si on veut la guerre. Et par ailleurs, je n'ai jamais dit qu'il fallait se mettre sous l'égide de Poutine ou sous la décision de Poutine et que c'était à Poutine de décider. C'est pas ça que je dis. Je dis depuis le début, pardon de radoter, que c'est à la décision va revenir à un accord éventuel entre Zelensky et Poutine. Voilà. Et donc après, si Zelensky et Poutine se mettent d'accord pour dire on veut des troupes européennes ou on n'en veut pas, encore une fois, Zelensky et Poutine, pas Poutine tout seul. Et donc, s'ils se mettent d'accord pour dire on veut des Mirage 2000 ou on veut des F-35 dans le ciel ukrainien, j'en serais enchanté. S'ils disent on veut une armée turque, j'en serais ravi, etc., etc. Mais je pense que ce qui se passe aujourd'hui, et c'est pas à peine de squeezer cette discussion, c'est une discussion entre les 3 grands, c'est-à-dire Poutine, Zelensky et Trump. Après, on verra ce que l'Union européenne peut faire, qu'elle s'y prépare. Il faut toujours se préparer, c'est très bien de se préparer. Alors, qu'elle s'y prépare, tant mieux. Mais encore une fois, la décision dépendra d'un éventuel accord entre Zelensky et Poutine. C'est eux qui demanderont quelque chose. Voilà. Cette Europe, c'est là-dessus qu'il y aura des difficultés d'un accord. Zelensky, si c'était facile, ça serait. Zelensky ne signera pas un accord sans qu'il y ait. On l'a vu ce fameux vendredi à la Maison Blanche. Toujours Zelensky dit. Pour moi, l'important pour un accord, c'est qui sécurisera l'Ukraine après le cessez-le-feu. Pour lui, c'est fondamental. Dany, ce qu'il a dit depuis... Bon, d'accord. Ce qu'il a dit depuis, ça n'est pas ça. Il a dit, je me mets sous l'égide du président Trump pour aller vers la paix. Autrement dit, je m'en tiendrai à ce que décidera le président Trump avec Poutine. Alors évidemment, s'il y a un truc absolument impossible, j'imagine qu'il quittera la table des négociations. Mais pour l'instant, ça se joue entre les 3. Donc c'est pas la peine que Macron joue la mouche du coche. Bon, c'est alors qu'il se prépare s'il veut. Mais attendons de savoir ce que Zelensky et Poutine vont demander, c'est ça la vérité. Jusqu'où va ce grand bouleversement d'alliance ? Avançons un peu, Dany Cohn-Bendit, avançons un peu, on va pas refaire de ce débat. Non, mais je suis contre la condescendance. Je trouve que Luc est condescendant avec Macron. Toi, tu dis ce que je dis t'intéresse pas. Non, j'ai dit c'est condescendant. C'est condescendant. Tout le monde se pardonne mutuellement. C'est le grand pardon. Non, c'est pas grave de dire que quelqu'un est condescendant. Je dis pas ça. Oui, de dire ce que je dis t'intéresse pas. Je constate que monsieur est condescendant. Non, arrêtez. C'est tout. Voilà, faites-vous des sourires, tout va bien. Regardez, jusqu'où va le bouleversement des puissances ? Tout à l'heure sur ce plateau, et on y reviendra, certains vont dire c'est la thèse de Villepin notamment. Villepin dit, contrairement à la thèse du Trump avec Poutine, jusqu'où va ce grand bouleversement d'alliance ? Et il dit, allez, prenez-moi, parce que moi je vais vous aider. De pouvoir et de prestige, elle ne peut le faire qu'avec l'adhésion apparente. J'ai fait part à Monsieur Tusk de mon espoir que la Pologne continue à accroître. Puissance militaire, il y a 80 millions de Turcs, de démographie, etc. Est-ce que c'est le moment effectivement pour l'Europe de la faire entrer, l'un et l'autre ? Parce que le système juridique turc, la situation démocratique de la Turquie rend de la Turquie telle qu'elle existe aujourd'hui, pas dans l'absolu, rend impossible. Il ne peut pas, dans la situation actuelle, intégrer la Turquie. J'étais pour, je ne suis pas contre l'intégration de la Turquie, mais dans la situation actuelle, la Turquie ne veut pas et ne peut pas
accepter ce que veut dire l'intégration dans l'Union européenne. On a fait assez d'erreurs avec, par exemple, la Hongrie de M. Orban pour pas commettre la même erreur. Ce qu'on peut faire, et c'est tout à l'heure, c'était dans la discussion, un traité européen de défense qui dépasse l'Union européenne et qui intégrerait l'Angleterre, le Royaume-Uni, qui est, on le sait, qui est sorti de l'Union européenne, et la Turquie, un traité de défense européenne. Oui, ça augmenterait la crédibilité de défense de l'Europe. Mais ça ne passe pas en ce moment, ça ne peut pas passer par l'intégration de la Turquie dans l'Union européenne et donc dans un espace démocratique. Un pays qui n'est pas démocratique en ce moment ne peut pas être intégré dans un espace démocratique qui s'appelle l'Union européenne. Oui, d'autant plus qu'il y a des pays qui attendent depuis maintenant une dizaine d'années, notamment des pays des Balkans qui attendent depuis une dizaine d'années, et auxquels M. Juppé aussi était favorable à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Je pense qu'en 2003, c'était tout à fait légitime. C'était un parti qui ressemblait en gros à la CDU. Et ça aurait été un formidable pont entre, disons, l'Occident et ça n'est plus un pays démocratique. En plus, l'AKP est devenu un parti islamiste fanatique qui, en effet, élimine ses opposants. Et donc, par un bien ou un autre, et donc je pense que là, on a raté le coche et que c'est de toute façon aujourd'hui totalement hors de question. Est-ce que vous entrez dans l'argumentaire, on l'a entendu, une partie de la droite, par exemple, est une menace plus importante? Est-ce que vous partagez ce point de vue, oui ou non? L'un n'exclut pas l'autre. Voilà, moi je pense que la menace russe aujourd'hui qui pèse le plus, c'est d'abord sur les pays des Balkans, je pense la Moldavie est très en. Et puis évidemment, quand vous regardez pour qui j'ai beaucoup d'estime et autrefois d'amitié, enfin ça n'a pas disparu, mais qui est quelqu'un de très bien, mais j'entendais Marine Le Pen dire que l'urgence absolue était d'armer les Balkans. Ils sont pas à Strasbourg, c'est idiot. Simplement, le fait que par exemple un pays avec lequel on a des accords, la Moldavie, elle est pas dans l'OTAN, mais elle a beaucoup d'accords avec l'OTAN. Et donc, elle organise des cérémonies, enfin, elle organise des conférences pour l'OTAN, par exemple. Et donc, que des pays comme la Moldavie ou comme des pays comme les pays baltes soient attaqués, ça nous obligerait de toute façon à intervenir d'une manière ou d'une autre. Donc, on a intérêt aujourd'hui, c'est la première chose à faire, puisqu'on parle de réarmement de l'Union européenne, c'est de commencer par armer les pays baltes. Il y a deux brigades allemandes en Lituanie et il est prévu dans les 2-3 ans jusqu'à 5000 soldats allemands en Lituanie. Donc il y a on comprend aujourd'hui que le problème c'est évidemment pas les chars russes à Paris, Berlin, Strasbourg, où vous voulez. Non, c'est aujourd'hui si Poutine réussit son coup en Ukraine. Et s'il réussit à mettre un gouvernement fantoche avec l'aide de Trump à Kiev, eh bien, c'est évident qu'il visera les pays baltes, qu'il visera de protéger, voilà, ça sera son langage, Kaliningrad, et donc d'essayer de déstabiliser l'Europe. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a une unité idéologique entre Trump et Poutine. Cette unité idéologique, c'est d'être contre l'Union européenne et de déstabiliser l'Union européenne, de la rendre incapable de faire quoi que ce soit. Et quand on entend les discours de Vance, qu'il a repris cette semaine, quand on a entendu son discours à Munich, c'est exactement ça. Et ça, c'est le projet aussi de Poutine. Il faut rendre inoffensive, il faut le rendre incapable, l'Union européenne. Et là, la réponse de Macron, la réponse que donnent les Européens aujourd'hui, c'est pas de la panique, ils ont compris qu'il faut une Europe puissance. Une Europe puissance qui protège. Et c'est là où on en est maintenant, le débat contre Trump et contre Poutine. Là-dessus, précisez votre pensée. Là, jusqu'où va l'alliance entre Trump et Poutine? Est-ce qu'il y a une forme d'alliance de civilisation, une sorte d'alliance politique? Oui.
Alors, les pays baltes sont quand même dans l'OTAN, donc c'est quand même malgré tout une protection. Je veux dire, ça engage quand même beaucoup de monde, y compris les États-Unis. Mais néanmoins, la protection la meilleure étant l'armement conventionnel, je pense que c'est là qu'il faut vraiment se dépêcher. Maintenant, sur ce que vous disiez, oui, il y a une connivence intellectuelle, si je puis dire idéologique, si vous préférez, entre Trump et Poutine. Ce sont des nationalistes, ce sont des souverainistes, ce sont des gens pour lesquels comment dire, la puissance de la nation, c'est Make America Great Again. Voilà. Et moi, vraiment, je connais très bien la Russie pour y avoir enseigné longtemps. Je connais bien les États-Unis pour y avoir enseigné longtemps. Je connais bien les deux pays. Du côté de cette droite-là, la droite Trump comme la droite poutinienne, mais il n'y a pas de chose chez Poutine. Il est soutenu par 80% de son peuple. Mais ce sont vraiment des nationalistes au sens quasiment des années 30. Voilà. Sauf qu'évidemment, chez Trump, il va pas prendre le Canada par les armes. Il va pas coloniser le Groenland par les armes. C'est la différence avec nous. Dans les années 1830. Nous, on n'hésitait pas à prendre pour aller coloniser l'Algérie, on prenait les armes, on n'était pas des gentils. Bon. Mais là, c'est pas la même chose, évidemment. Poutine utilise les armes, Trump non. Mais néanmoins, l'idéologie, disons, nationaliste, l'idée que la seule chose qui compte, c'est la grandeur de son pays et que ça passe avant tout, la grandeur de l'État passe avant la protection des individus, ça, c'est quand même un point commun entre eux. Et il y a encore quelque chose on peut rajouter quelque chose de ce que vient de dire Luc, c'est que tous les deux ont une idée d'une démocratie illibérale, enfin même pas démocratie pour Poutine, c'est-à-dire la destruction de l'état de droit. Parce que ce que est en train de faire Trump en ce moment aux États-Unis, c'est la remise en cause de l'état de droit, de la capacité de défendre l'état de droit. Et je crois que là, il y a aussi une idée un État, il y a une personne en haut, un empereur, un grand dirigeant, Poutine, Trump, et ça, ils ont la même idée, la même perception de ce qu'est leur État. Oui, sauf Danick, la démocratie américaine est très solide. Hein, c'est pas la Russie. Là, c'est quand même très puissant. Il est en train de la détruire dans l'idée de Il y a des contre-pouvoirs. Il y a un parti démocrate qui était quasiment aussi puissant que le parti au pouvoir. Il y a des contre-pouvoirs aux États-Unis. Donc, on n'en est pas là. Tandis que la différence avec la Russie, c'est qu'en Russie, il n'y a pas de contre-pouvoir. Et Poutine est quelqu'un qui n'hésite pas à assassiner ses opposants. Voilà, ou à les foutre en prison. En ce moment, par exemple, de poursuivre les procureurs qui avaient intenté des procès à Trump, c'est une remise en cause, justement, du contre-pouvoir de la justice. Alors, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais quand on voit un président des États-Unis qui devient maintenant le concessionnaire numéro 1 d'une marque d'automobile et que la Maison Blanche devient un showroom, pour vente, c'est que l'idée justement d'une démocratie américaine est vraiment remise en cause par Trump. Ont-ils un projet pour l'Europe ? Regardez, interview de Vance. Vance est sans doute l'idéologue au pouvoir. Il y a Trump, et il a à ses côtés Vance, un vice-président très actif à la fois politiquement et intellectuellement. Il est un peu l'idéologue du pouvoir. L'Europe, il donne une interview à Fox qui est la suite de ce qu'il avait déclaré à Munich. L'Europe risque de commettre un suicide civilisationnel. Beaucoup de pays sont incapables ou ne veulent pas contrôler leurs frontières. Ils commencent à limiter la liberté d'expression de leurs citoyens. Quelle est la visée qu'il a, selon lui, pour l'Europe ? On dit qu'il veut la détruire, peut-être. Est-ce qu'il veut, en fait, installer ou contribuer à installer des pouvoirs, comme vous dites, nationalistes, souverainistes, partout ? Oui, bien sûr, mais d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'Elon Musk défend l'AfD, bon, ce qui est vraiment pas ma tasse de thé. Sur la question des bagnoles, je vous rappellerai que tous les présidents de la République française ont pris soin de bien montrer qu'ils achetaient des C6 ou des Renault ou des Citroën, bon, et les ministres ont fait la même chose. Bon, c'est pas une nouveauté, ça. Mais en revanche, là où je vais me faire engueuler par Dany, c'est que, en termes de lutte contre l'état de droit et de suppression des libertés
liberté, le Parti démocrate est champion du monde. Parce que le wokisme dans les universités, en termes de muselage de la liberté d'expression, n'a jamais fait pire. Hein. Voilà. Donc c'est y compris jusqu'à arracher les photos des otages israéliens. Et l'impossibilité de faire cours sur quantité de sujets. Il y a quantité de sujets dans les universités américaines où on ne peut pas faire cours. Voilà. Et vous avez des quantités de masters, de maîtrises, qui sont sur les women's studies, qui sont sur un tas de sujets politiquement corrects, complètement débiles, et sur lesquels on ne peut absolument rien dire. Voilà. Et donc, moi, je dis simplement qu'on a affaire à deux luttes contre la liberté d'expression. Deux opinions dominantes. Voilà. Et rappelez-vous de ce que font les sensitive readers dans les maisons d'édition. C'est une horreur. Rappelez-vous, je lisais ça dans la presse américaine de la semaine dernière, 4000 livres ont été détruits dans une université américaine. Non, mais tu entends ça, Dany, 4000 livres, des autodafés. Parce que c'était des livres qui parlaient des nègres, entre guillemets, c'est pas moi qui parle, ou qui parlaient de, je sais pas, voilà, de tel ou des Indiens. Bon, 4000 livres ont été, et partout dans les écoles publiques et privées, on supprime des livres dans les bibliothèques. Attendez, vous parlez comme si on était des petits Gaulois. Vous parlez comme si on était des petits Gaulois. Donc on a affaire à des gens qui se vengent entre eux et qui se détestent. On a deux Amériques qui se détestent, mais le résultat, c'est que la liberté d'expression est sous une tombe aujourd'hui. Oui, mais le problème, il est là. Quand on prend Vance, il attaque pas la non-liberté d'expression de trucs. Il dit, chez nous en Europe, il n'y a pas de liberté d'expression. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord avec toi et je le critique là-dessus. Non, mais c'est pas que tu critiques. Je veux dire, c'est insensé. C'est pas simplement de dire. Et c'est pour ça que je dis que aujourd'hui, la stratégie de Vance et de Trump, c'est de détruire l'Union européenne. En fait, ce qui a fait l'Union, c'est de surmonter les nationalismes. Et leur stratégie, c'est de remettre sur rail les nationalistes, les aider à prendre le pouvoir en Europe, aussi bien en France, Marine Le Pen, qu'en Allemagne, l'AfD, que Farage en Angleterre, etc., etc. Et donc, c'est un projet de destruction de ce qui a fait notre civilisation depuis maintenant une 50aine d'années, c'est cette capacité de surmonter le nationalisme par l'Europe, et eux, ils veulent nous remettre au 19e siècle, une Europe des nationalismes. Comment vous appelez, cette idéologie, comment l'un et l'autre, vous définissez cette idéologie de Vance, de Trump? En réalité, on voit bien cette idée que la civilisation occidentale est supérieure. Hein. C'est ce que pensent les Russes des Russes en général, hein, les Chinois des Chinois et les Américains des Américains. C'est plutôt l'Europe qui est une exception de dire toutes les cultures se valent, bienvenue, etc. Comment est-ce que vous appelez ça? Écoutez, moi, j'ai détesté le discours de Vance. Hein. J'ai fait un papier dans le Figaro, c'est pas pour me citer, mais c'est parce que dans le Figaro, le meilleur journal de la planète, on encensait le discours de Trump, le discours de Vance à Munich, en disant c'est vrai, la liberté, parce que c'est un discours anti-wokiste. Et moi, je considère que la liberté d'expression en Europe est 1000 fois supérieure à ce qu'elle est aux États-Unis, à cause des deux, à cause des wokistes démocrates et à cause de Trump. Et donc je pense qu'on a encore une très très grande liberté en Europe, mais je pense qu'elle diminue chaque jour à cause de l'entrisme du wokisme, et pas à cause de Trump, et pas à cause de Vance, et pas à cause de Musk. Voilà, sauf en Allemagne, à cause de l'affaire de l'AfD, mais pas en France. En France, ce qui noyote Sciences Po Paris, c'est l'idéologie wokiste. Voilà. Et donc moi, je suis très inquiet de ça, pour avoir enseigné aux États-Unis et pour avoir vu mes cours interdits, parce que encore une fois, ils n'hésitent pas à interdire des cours. Hein, c'est pas, là, ils plaisantent pas. Hein, on n'a plus le droit de parler. Là, on est muselé. Pour avoir vu comment travaillaient les sensitive readers, pour avoir vu comment on supprimait des livres partout dans les bibliothèques américaines. Moi, je trouve que c'est dingue ce qui se passe. Voilà. Donc, je pense qu'il y a le vrai danger. Pour moi, ce qui détruit aujourd'hui l'Europe depuis 50 ans, c'est la gauche. Hein. C'est pas la droite. Bon, ça, c'est un peu ridicule, ce que tu viens de dire. Bah, c'est peut-être ridicule pour toi parce que t'es de gauche, mais c'est exactement ce que je pense. En quoi Raphaël je peux te l'expliquer. À part Chevènement, qui a bien maintenu l'idée républicaine, je pense que toute la gauche a déconstruit l'idée républicaine. Dany. C'est pas vrai. Quand on lit l'intérêt, mais non, il faut. Je ne vois pas l'intérêt, Luc, d'exagérer comme ça. Tu fais du j'exagère pas du tout.
Je tu fais du Danny Cohn-Bendit, l'héritage de 68 est une catastrophe. Tu n'arrêtes pas des autocitations, tu n'arrêtes pas de me dire tu connais l'Amérique parce que je me suis cité une fois en 10 ans. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Danny, sur la gauche, sur la bataille culturelle. Danny, c'est intéressant, vraiment, sur la bataille culturelle, parce que là, on a un courant de droite. Je voudrais finir. Non, mais moi aussi, je trouve intéressant ce dont on parle. Danny Cohn-Bendit. Darius, on a Vance qui arrive. Vance qui arrive en disant, il invoque Jean-Paul II en disant, c'est le retour d'une droite conservatrice. Et là, Luc Ferry vous dit, mais en fait, c'est une juste revanche, en quelque sorte, sur la gauche, une domination de gauche de plusieurs décennies. Là-dessus, votre réponse? Ben, c'est pas vrai. Voilà ma réponse. Il dit n'importe quoi. Il a le droit de dire n'importe quoi. C'est son droit le plus grand. Mais en fait, Raphaël Glucksmann a mené une campagne, sur les européennes, de gauche, qui était une campagne justement pour renforcer l'Europe. Il y a un certain Danny Cohn-Bendit, je vais faire du Luc Ferry maintenant, qui a mené une campagne européenne en 2009 sur la souveraineté européenne, contre justement les idées de renationaliser l'Europe, etc. Donc c'est pas vrai que la gauche a détruit l'Europe. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit face à Trump et face au décrochage, j'allais dire, c'est un décrochage, le décrochage de l'Amérique, qu'on n'a pas été assez rapide, qu'on n'a pas compris ce que la souveraineté européenne, l'Europe puissance, la nécessité d'une Europe puissante, ça fait 10 ans qu'on le dit, et aujourd'hui, face à la violence de Trump, les Allemands s'aperçoivent et vont mobiliser 800 milliards pour justement réarmer non pas seulement l'Allemagne, mais l'Europe, et aussi moderniser pas seulement l'Allemagne, mais l'Europe. Donc c'est vrai qu'il y a une nouvelle prise de conscience, mais dire que c'est la gauche qui a détruit l'Europe, il faut arrêter. J'ai jamais dit ça, t'écoutes pas. Non, mais j'ai jamais dit ça. J'ai dit que c'est la gauche qui a déconstruit l'idée républicaine. Voilà. Tu as dit l'Europe. Écoute, est-ce que je peux placer un mot d'une fois de temps en temps? L'un après l'autre. L'un après l'autre, parce que là, ça commence à bien faire. Voilà. À part quelques grandes personnalités républicaines à gauche, et je citerai évidemment Jean-Pierre Chevènement, avec qui j'avais d'ailleurs signé une pétition contre les programmes absurdes de Najat, Vallaud-Belkacem, Manuel Valls, évidemment les Badinter. J'ai écrit un livre avec Elisabeth Badinter contre la parité. À part quelques grandes personnalités républicaines, ce qu'on appelait bêtement la gauche moisie, comme disait Solaire, ce qui est absurde. À part quelques grandes personnalités républicaines, Natacha Polony. Voilà. À part quelques grandes personnalités républicaines, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis mai 68, l'essentiel de la gauche, la deuxième gauche, même quelqu'un que j'aimais bien comme Rocard, a déconstruit systématiquement l'idée républicaine et l'universalisme républicain au nom du droit à la différence et de l'affirmative action. C'est la vérité, tout simplement. Même Rocard, que j'aimais bien. Rocard voulait constamment corriger l'orthographe, il voulait constamment faire de la discrimination positive. Au fond, les libéraux de droite comme de gauche se sont entendus pour casser l'universalisme républicain. Et je rends hommage à ces grandes personnalités de la gauche, comme Chevènement, comme les Badinter, comme Manuel Valls, qui ont maintenu le flambeau contre la deuxième gauche. Voilà. Et ça, c'est la réalité. Non. Non. Mais je parle pas de l'Europe. Encore une fois, non. Attendez, là. Attendez. Il y a, après 68, et ça, je suis d'accord, il fallait être éveillé sur les différences qui existent dans notre société. Et c'est vrai que nos sociétés, et on l'a vu en Allemagne comme dans d'autres pays, étaient aveugles face aux différences. La première grande différence, la première remise en cause un peu, a été par exemple le mouvement des femmes. On n'a pas vu exactement où le pouvoir en place et la majorité dans la société a été obligé par le mouvement des femmes à voir la différence entre les hommes et les femmes. Puis il y a eu le mouvement des homosexuels à voir la différence et la liberté. Donc il y a eu une nécessaire prise de conscience de différenciation. Après, et là Luc a raison, ça est devenu une idéologisation du différentialisme. Et là,
la critique est juste. Mais au début et encore aujourd'hui, c'est vrai, par exemple, qu'il existe dans nos sociétés, même républicaine, il existe un antisémitisme, il existe du racisme, et donc il faut bien voir la différence, il faut bien voir qu'aujourd'hui, il faut être éveillé pour comprendre les différences. L'un et l'autre, quand on voit la polémique sur le passé colonial de la France, la polémique a été lancée notamment par ce qu'avait dit Monsieur Apathy sur les crimes commis par Bugeaud lors de la colonisation, les enfumades, etc. Est-ce qu'en réalité on voit en Trump la volonté impériale qui était naguère celle de l'Europe, mais on a tellement changé qu'on a de la peine même à l'imaginer. Il faut lire, j'ai retrouvé Hanoto, qui était le grand ministre chargé des colonies, il était proche de votre ancêtre, Luc Ferry, c'était Jules Ferry à l'époque. Ce qu'il disait, et ça résonne terriblement avec ce qu'est aujourd'hui les États-Unis, ce que veulent redevenir les États-Unis. Coloniser est un besoin naturel de tout peuple vigoureux et sain. Rester chez soi est un signe de faiblesse, de vieillesse et de décrépitude. Cette conviction qu'avaient, c'était des très bons républicains, bien pensants, Troisième République, honorable, centre-gauche, etc. Ces gens-là, au fond, pensaient-ils comme Trump aujourd'hui ? À la différence qu'ils utilisaient les armes pour tuer les gens ou on considère que entre les années 1830 et disons 1900 où ça s'arrête, la colonisation de l'Algérie, il va y avoir 500 000 morts sur une population de 3 millions de personnes. Je suis au regret de dire que ce que Jean-Michel Apathy a dit est factuellement vrai, même si c'est faux évidemment de comparer le nazisme et la colonisation qui sont des idéologies qui n'ont rien à voir. Mais lisez ce livre-là, je voulais apporter exprès, Alexis de Tocqueville, de la colonie en Algérie, avec une formidable préface de mon vieil ami, malheureusement il n'est plus de ce monde, Tsvetan Todorov. Vous avez les textes de Bugeaud, et ce qui est très intéressant, je vous explique ça en 2 secondes. Jules Ferry, d'un côté, Jules Ferry, le grand républicain, va suspendre les droits de l'homme, alors qu'il est un héritier de la Révolution française et de la Déclaration. Il va les suspendre au nom de l'éducation, et Tocqueville va alors qui est un libéral, par ailleurs formidable, qui défend le droit des Indiens aux États-Unis, il va suspendre complètement les droits de l'homme en Algérie au nom de la gloire de la nation française. Et il explique très bien dans ce petit texte qu'il y a les droits des individus, les droits de l'homme c'est très bien, mais les droits de la nation, les droits de l'État sont bien supérieurs aux droits des individus. Et là vous retrouvez Trump d'une certaine manière. Vous retrouvez cette idée que si la nation est en danger, ou si il est question d'agrandir la nation, prendre le Canada ou le Groenland, que sais-je encore, eh bien au fond la puissance de la nation, c'est la thèse de Tocqueville. Eh ben elle met les droits de l'homme entre parenthèses. Simplement à l'époque, on le fait avec les armes. Et lisez ce texte parce que c'est ignoble. Et malheureusement, ce que Apathy a dit, sur le plan factuel, c'est vrai. Il y a eu en tout cas des dizaines et des dizaines d'enfumages. Il y a eu des centaines et des centaines de femmes et d'enfants qui ont été enfumés, qui ont été tués par enfumage. Et on parlait des colonnes infernales pour rappeler le souvenir de la guerre de Vendée. Dany. Oui, mais il faut aller plus loin. On peut aller plus loin. Le pouvoir, ce que veut, là, Luc dit, on le faisait avec des armes. Oui. Aujourd'hui, la pensée de Trump, c'est la grande nation américaine a le devoir et le pouvoir de dominer. C'est-à-dire l'idée de domination à l'époque coloniale est la même que celle de Trump. Mais aujourd'hui, il ne le fait pas avec les armes pour l'instant. On va voir s'il débarque avec des Marines à Panama. On va voir ce qui est envisagé par justement Trump, de débarquer et de prendre le canal de Panama avec des soldats américains. Mais c'est vrai qu'il veut dominer, acheter par l'argent, et aussi bien le Groenland que le Canada, que une partie du Mexique. Donc oui, il a une idée impériale, coloniale de pouvoir, mais son idée, c'est pour y arriver, c'est par l'argent, par le pouvoir et par la terreur. Faire peur, non pas envoyer des soldats, mais faire peur qu'il puisse envoyer des soldats au moment où on lui refuse ce qu'il veut acheter.
Votre regard sur les déclarations de François Bayrou aujourd'hui, c'est en lien évidemment avec tout ce qu'on a dit sur l'effort général de la France. Certains disent d'ailleurs l'effort militaire sera tel que l'effort social devra être... il y aura tellement besoin d'efforts militaires qu'il va falloir couper dans le social. En tout cas, les 62 ans qui seraient définitivement enterrés, on peut peut-être écouter la façon dont François Bayrou le met dans ses mots. Des temps difficiles, vous l'avez dit. On va avoir des exigences qui vont être des exigences de contribution, de travail. Eh bien, il faut qu'on en discute. Il y a beaucoup de gens qui veulent surtout qu'on revienne aux 62 ans. Ça va être possible, ça, ou pas, dans le contexte dans lequel on est? Non. Vous dites clairement, 62 ans, c'est pas possible. La conférence sociale, elle sait très bien, les représentants qui y participent savent très bien quel est le rapport numérique. C'est absolument pas. Entrons pas dans le débat technique, s'il vous plaît, sur les retraites, mais du point de vue vraiment de la force du symbole. Est-ce qu'on a un moment entre la crise mondiale, la crise militaire, etc., où les Européens devront se dire, l'État-providence va diminuer? En gros, est-ce qu'on est à ce moment-là? Est-ce qu'on Bayrou a dit le contraire. Bayrou a dit le contraire. Il a mis ce conclave en place en disant très clairement que s'il devait y avoir une nouvelle réforme des retraites, il fallait que ce soit à budget égal. Voilà, qu'il ne s'agissait pas d'augmenter le budget, et ça devait être un budget égal. Donc si les partenaires sociaux n'y arrivent pas, Bayrou a toujours dit la même chose, on revient à la réforme des retraites antérieure. Maintenant, ce que je ne comprends toujours pas, c'est comment nos hommes politiques peuvent être assez bêtes pour continuer à parler de l'âge de la retraite. C'est pas le problème. Le seul problème qui compte, c'est la durée de cotisation, point final. Et donc le mec qui est sur son marteau-piqueur, qui part à 62 ans, c'est très bien, et le professeur d'université, s'il part à 80 ans et qu'il n'est pas encore gâteux, c'est très bien comme ça. Mais voyez, donc il faut différencier les choses, et il faut faire ce que Dany propose depuis toujours. Je ne dis pas ça pour lui faire plaisir et le rendre aimable, mais parce qu'il le dit et que c'est vrai, c'est préparer des retraites, des départs en sifflet. Voilà. Alors, il faut arrêter de parler de 62 ans, de 64 ans, ça n'a juste aucun sens. Mais c'est plus loin que ça, je me permets d'insister. On ne refait pas le débat sur les retraites. Est-ce que dans la symbolique, je donne toujours cet exemple, Badinter racontait quand il a été naturalisé, sa mère était enceinte, l'officier de naturalisation lui dit « Ah, vous allez faire un petit soldat ». C'était le monde des années 30. On considérait qu'on était voué à être soldat. Là, on est à un autre extrême aujourd'hui en Europe. Est-ce qu'on va revenir à une vision plus guerrière de la société et moins sociale? Le problème que pose Bayrou, et je trouve que c'est en disant moins social, vous étouffez la discussion. Ce que dit François Bayrou est juste, vu les efforts qu'on doit faire pour la défense, comme on l'a discuté, comme c'est discuté en ce moment d'un côté, et deuxièmement, vu les efforts sur la nécessité de modernisation des infrastructures européennes, pas seulement en Allemagne, aussi en France, etc., il est évident qu'il va falloir faire des choix douloureux, mettre des priorités, et que aujourd'hui le débat sur les retraites 62 ou 64 ans, c'est important pour beaucoup, mais ça paraît dérisoire face au mur qu'on a devant nous, nécessaire, et de l'argent dont on aura besoin. Donc c'est un peu de cette discussion. Il va falloir réapprendre à trouver des priorités pour être capable de faire ce qu'on doit faire pour justement moderniser aussi bien la défense que nos infrastructures en Europe. Il faut, ça n'a rien de douloureux, il faut travailler 37 heures, payer 37, voilà, on n'en mourra pas, vous voyez, et peut-être même 38 heures, mais c'est horrible, oh là là, est-ce qu'on va mourir si on travaille 38 heures par semaine? Putain, moi je travaille 10 heures par jour, et j'ai 74 ans, et ça me tue pas. Et toi, t'as 80 ans maintenant, non? Et t'es encore capable de bouger les bras. Bêtement, d'accord, mais quand même. Et donc, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, s'il faut travailler 37 ans, on n'en mourra pas. Et s'il faut travailler jusqu'à 66 ans, pour ceux qui sont capables de le faire, on n'en mourra pas. C'est pas douloureux, c'est pas vrai que c'est douloureux. Voilà, il faut être débile pour croire que c'est douloureux. Non, il y a... Et pour les gens qui sont sur le marteau-piqueur, on leur fait pénibilité, on tient compte. Oui, non, c'est pas sur les retraites, c'est-à-dire quel est le salaire minimum décent. C'est une discussion difficile. Ça te regarde pas toi, ça me regarde pas moi, mais c'est vrai que le débat sur quel est le salaire minimum décent
vu le coût des choses en ce moment, est un débat difficile. Et donc, il faut trouver des priorités pour aider ceux qui ont le plus de difficultés et non pas de trouver pour aider tout le monde de la même manière. Dany, voilà le débat qu'on doit faire. Ça va demander un sacré, ça va demander un sacré coup de tonnerre, disons, mental. Regardez le sondage qui a été produit là cette semaine sur l'attrait du travail. Et on ne fait pas un sondage en 1920, c'est en 1985. La différence entre 1985 et aujourd'hui. L'estime des Français pour le travail. En 1965, on est à 60% sur la valeur travail, comme dit le lieu commun. Et là, on est à 25%. Il y a une génération, visiblement, qui n'a pas très envie, comme vous le dites, de passer à je ne sais combien d'heures. 37 heures, voilà, aux atroces 37 heures. Est-ce que ça, c'est la réalité des Européens, la plupart d'entre eux en tout cas? Non, mais la France était très particulière pour une raison que je vous ai déjà expliquée, pardon d'y revenir, mais c'est que on a vécu pendant 150 ans sur des idéologies de la deuxième vie. Le bonheur, c'est après la révolution pour les communistes, après la mort pour les catholiques. Ces deux idéologies se sont effondrées en France comme nulle part ailleurs. On passe de 30% de communistes dans les années 50 à 2%, et on passe de 95% de baptisés à 30% aujourd'hui, de 45 000 prêtres en 1950 à 4 500 aujourd'hui. Donc si je n'ai plus de deuxième vie, écoutez bien ça, c'est ici et maintenant que je veux être heureux, donc ne touchez pas à ma retraite, c'est ça qu'on vit. En revanche, psychologie positive et développement personnel, je vais vous donner le bonheur en 15 leçons, c'est ça qui marche aujourd'hui. Mettez ça ensemble et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Mais il y a aussi un problème, et c'est peut-être une critique aussi faite aux syndicats, je crois que la CFDT l'avait toujours défendu, c'est les réformes du travail, c'est-à-dire pas simplement de travailler moins, mais de travailler différemment, et qu'il y a un autoritarisme et il y a des problèmes au travail, les gens ne se sentent pas bien au travail. Oui, et donc, si il y a une désaffection du travail, c'est parce que les patronats ne se sont jamais posé les questions comment on peut améliorer le bien-être dans le travail. Pas après le travail, comme le dit Luc, mais dans le travail. Et je crois que là, il y a un véritable problème. Si on veut que les gens travaillent plus, il faut qu'ils se sentent mieux dans le travail, au travail. Et ça, aujourd'hui, ces réformes-là sont absolument nécessaires. C'est vrai. Et c'est souvent une exigence d'organisation du travail, de liberté, de responsabilité. Et c'est vrai qu'on a eu pendant très longtemps un capitalisme français qui a été totalement aveugle à ces questions-là, c'est vrai. La mémoire de Samuel Paty. Cette semaine, le collège de Conflans-Sainte-Honorine où il enseignait prenait son nom. Ça a été l'occasion de rappeler les liens internationaux que représente cette hydre islamiste, puisque c'est notamment beaucoup de confrères, notamment France Info, qui l'avaient révélé à l'époque. Le tueur était en lien avec l'organisation HTS. C'est l'organisation qui a renversé le régime de Bachar el-Assad, lui-même évidemment très criminel, et l'assassin l'assassin islamiste de Samuel Paty était en lien très direct avec les propagandistes du mouvement islamiste de Al-Shara qui maintenant est au pouvoir. Au pouvoir en Syrie. Et qui commence à massacrer. Voilà, et il sera à Bruxelles, enfin lui-même ne sera pas, mais son régime sera représenté à Bruxelles, ce sera la conférence sur les donateurs, qui est un moment très important. Quel est le danger que ça signale selon vous ? Écoutez, moi je le dis depuis le début, mais c'est parce que je suis pessimiste sur les gens qui viennent d'Al-Qaïda et de Daesh, voilà. Donc là, ils ont massacré déjà 1 millier d'Alaouites. Alors les Alaouites, c'était les soutiens de Bachar, donc on peut dire, bon, d'accord, mais moi je suis convaincu que les chrétiens et les Kurdes sont en très grande difficulté. Vous savez, moi j'avais des amis syriens qui suivaient mes cours à Paris et qui m'apportaient toujours des documents, des livres, des articles en me disant, mais voilà, Bachar est une ordure, mais si Bachar tombe, on se fait égorger dans le quart d'heure. Là, c'est pas dans le quart d'heure, mais ça devient extrêmement dangereux. Là, il y a plus d'1 millier d'Alaouites qui ont été massacrés dans des conditions mais immondes, dégueulasses, voilà. Et malheureusement, on trouve ça sur les réseaux sociaux, on peut le voir. Bon, et je pense que voilà, les chrétiens et les Kurdes sont les prochains. Voilà, en tout cas, j'espère que si une discussion a lieu au niveau européen, c'est pour empêcher ça. Mais la suite est prévisible, hélas. Il faut absolument l'arrêter. C'est vital. Dany. Moi, je ne sais pas comment ça va se passer à Bruxelles, mais il est évident que d'un côté, le nouveau pouvoir syrien a besoin
d'une aide des Européens, mais qu'il faut être absolument catégorique et il faut le suivre exactement. Il faut un respect que ce pouvoir, pour l'instant, n'a pas réussi, comme on l'a vu, comme vient de le dire Luc, la semaine dernière, avec des massacres des Alaouites. Mais la partie n'est pas faite. Alors, est-ce que ce pouvoir, cet homme peut changer? C'est toute la question. Je le crois, peut-être, mais j'en suis pas sûr. Est-ce qu'on arrive à faire de lui quelqu'un qui fasse respecter les minorités, les chrétiens, les Kurdes qui avaient signé un accord avec lui, mais qui aujourd'hui refusent le projet constitutionnel qu'il vient de mettre sur la table? Est-ce qu'il est prêt à négocier ou pas? C'est ça toute la question. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, parce que ce pouvoir aujourd'hui est en place. Si on n'arrive pas à le bouger, si on n'arrive pas à l'influencer, ça sera un drame horrible en Syrie. Et on a vu un reportage très saisissant de Lise Romboudoul dans la région d'Idlib qui montrait à quel point les gens de ce régime écrasaient les minorités, notamment quand ils tenaient cette région-là. Mais évidemment. Moi, vous savez, quelqu'un qui vient de Daesh et d'Al-Qaïda à la fois, ma confiance est plus que limitée. Donc, je pense que ça va être take the money and run. Il va prendre l'argent et il va continuer. Il va peut-être un petit moment, il va peut-être s'arrêter un peu. Mais je suis très, très inquiet pour les chrétiens et pour les Kurdes. Voilà. Dany? Non, mais là, qu'est-ce que je veux dire? Je suis optimiste pour les chrétiens et les Kurdes. Ça n'a aucun sens. C'est vrai qu'on est dans l'impasse. On avait un régime de boucher et maintenant on a peut-être un nouveau régime de boucher, différemment, mais c'est quand même un boucher. Et c'est pas avec l'argent qu'on les arrête. Voilà, c'est ça que je crains, c'est pas avec l'argent qu'on les arrête, parce que l'argent, ils le prennent, voilà, take the money and run. Un mot encore sur une image, une photo, on l'a reçue pendant que cette émission courait, voilà, c'est l'image du pape François. Vous avez souvent parlé du pape, je suis frappé, alors vous êtes agnostique, je crois? Ah non, je suis athée, mais... Athée, vous êtes tous les deux athées, non, c'est ça? Oui. Vous savez que le pape François a dit que l'enfer, et sur l'enfer, il a eu des propos assez intéressants. L'enfer existe quand même, hein, vous pouvez y finir. Et ce serait quand même étonnant qu'ils disent le contraire, parce que ça contredirait toute la théologie chrétienne depuis 2000 ans. Mais non, mais c'est un pape de gauche. Moi, j'ai plutôt de la sympathie pour lui, contrairement à mes amis de droite qui ne l'aiment vraiment pas, qui disent rendez-nous Benoît XVI. Je trouve que c'est plutôt un pape assez sympathique. Oui. Dany Cohn-Bendit. Ça m'est égal. Écoutez, je suis pas. Mais il compte. Je suis pas pour ce pape ni contre. Il va mieux, très bien. Moi, je veux que tous les vieux aillent mieux. Je soutiens et je fais des pétitions. Tu penses à toi? Tous les vieux doivent aller mieux, mais que, si vous voulez, le monde qu'il faut changer ne se changera pas. C'est pas le pape qui va changer le monde. Quand le pape décide de bénir les mariages homosexuels, il y a quand même un progrès. Allez, merci à l'un et l'autre. Vous vous souvenez de ce que disait Barbé d'Aurevilly? Il disait pour le climat, je préfère le paradis, pour la compagnie, je préfère l'enfer. Donc on sait où on vous retrouvera l'un et l'autre. Tout de suite, Claude Maluret et Thierry Breton sont les invités de Margot Haddad. Restez avec nous. À tout de suite.